J'accueille aujourd'hui une artiste haute en couleurs et en pinceau. Elle est franco-américaine. Il s'agit de Amy Jones, une artiste illustratrice. Elle crée des lettrages à la main, des illustrations et transforme tes événements grâce à la peinture murale. Je t'invite dans un épisode où la fresque se révèle comme un outil généreux et coloré au service de ton image de marque. Alors, tu viens siroter un bout d'épisode ? Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art ? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est comme du sirop. C'est de l'art et du design ? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour Amy, comment vas-tu ? Bonjour Anouk, ça va bien et toi? Ça va super bien, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode consacré à la fresque murale. Aujourd'hui, on va parler du coup donc de la fresque pour communiquer sur sa marque, sur les murs et pour fédérer autour de son image de marque grâce à la couleur, grâce à la peinture. Donc merci d'être venu ici et j'aimerais que tu nous parles un petit peu pourquoi la fresque, pourquoi en es-tu venu à la fresque murale? Ah là là, ok, c'est une longue histoire que j'essaierai de faire un peu court quand même. Ça fait 11 ans et demi que je suis en France, donc je suis franco-américaine. Enfin, je suis américaine, j'ai été naturalisée française il y a 4 ans. Et en fait, ça fait depuis 2015 que j'ai lancé une activité qui a débuté dans la broderie. Donc vraiment rien à voir. J'ai lancé un e-shop, je vendais plein de produits en ligne. Et quand je me suis mis 100% à mon compte il y a 5 ans, vraiment l'e-shop a explosé, je faisais plus que ça et c'était trop chouette, je faisais plein de design. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout manuelle, j'étais beaucoup plus dans la logistique, la production et ces choses comme ça. Et je me suis dit, non, enfin, pas du tout, ça me va pas, il faut que vraiment que je me remette à peindre. Et je suivais pas mal d'artistes muralistes américaines. Et je me suis dit, écoute, j'en vois pas tant que ça à Paris. Ça peut être cool d'essayer un peu tout ça. C'était le 1er janvier 2020. Donc, comme ça, évidemment, quelques mois plus tard arrive le Covid. Mais le 1er janvier, j'ai posté sur mon Instagram que mon objectif de l'année, c'était de faire 5 fresques murales. Pour le moment, j'avais fait 0. En fait, j'ai eu de la chance, c'est que tout de suite, au bout de 2 jours, il y avait donc Gaspard Delanoë, c'est un artiste qui est au sein du lieu 59 Rivoli, où j'avais fait mon premier stage à Paris et où j'ai fait une résidence artistique en 2021, qui m'a proposé de venir faire une fresque sur un de leurs murs qui est donc derrière l'espace rue des Deux Boules à Châtelet. Première opportunité de faire une fresque en janvier 2020. J'avais vraiment carte blanche parce que c'est donc un lieu artistique fait pour que les artistes puissent s'exprimer. Donc, c'était très différent qu'une fresque qu'on pourrait faire pour un client qui, évidemment, a un brief créatif. Il faut s'adapter à plein de choses différentes. Et je partais de rien. Enfin, c'était dehors avec un mur très granuleux. Je savais pas trop comment m'y prendre, combien de peinture il allait falloir, comment transférer le design sur le mur. Enfin, tout était vraiment nouveau. J'ai vraiment appris sur le tas. C'était expérimental. Complètement, complètement expérimental. Ça n'a pas pris longtemps, c'était pas un très grand mur, mais il y avait beaucoup de choses que j'aurais fait différemment quand j'ai vu le rendu final. Enfin, j'étais quand même très contente et très fière de moi, mais ça n'avait pas le rendu clean comme j'avais imaginé. Mm-hmm. Et d'ailleurs, cette même fresque, je l'ai repeint 2 ans plus tard, je l'ai recouvert et je l'ai repeint Ok. une fois que j'avais eu plus d'expérience dans les fresques. Mais bon, je vais trop loin, trop vite. Et après, donc, arrive le Covid et bah, là, je sais que ça va être compliqué pour continuer à faire des fresques. Donc, j'ai quand même pris ce temps pour démarcher les différents clients que j'avais déjà dans le passé, des agences, pour leur dire que je commençais cette nouvelle activité, quand les choses seront de nouveau ouvertes, et pourquoi pas travailler ensemble. Et j'ai pris le temps du Covid de vraiment m'entraîner énormément sur la peinture debout. Donc, vraiment l'idée d'avoir une toile, surtout, du coup, c'était des toiles à la maison, mais contre le mur et peindre directement debout comme je ferais une fresque. J'ai fait plein de recherches sur les différentes manières de transférer un design sur le mur,
comprendre peut-être la matière de la peinture aussi pour que ça adhère, sans coulure, j'imagine? Exactement, sans coulure, c'est exactement ça, c'est très important. Typiquement, les peintures acryliques standards ne marchent pas du tout. Vraiment, pour les fresques, il faut quelque chose de beaucoup plus fluide, comme donc les peintures pour mur, donc ce que j'utilise, enfin tout ce qu'on peut acheter dans tout plein de magasins de peinture différents. Bref, donc j'ai appris plein de choses dans le confinement et maintenant nous voilà 3 ans et demi plus tard et j'en ai fait presque 40, je crois, de fresques, en sachant que j'ai été hors service avec une fracture de cheville pendant 6 mois. Donc, Aïe. je suis hyper fière de là où ça en est aujourd'hui et j'ai appris plein de choses. Je suis trop contente. Ouais, c'est super récent, du coup, ce lancement sur la fresque murale. 40, c'est fabuleux, ça en fait pratiquement une quinzaine par an. Bah ouais, c'est très cool. J'avais fait aussi en 2020, j'avais fait qu'une seule fresque. Je me suis dit, il faut absolument que je m'entraîne. Donc, j'avais fait un truc rigolo que je pense que je vais refaire bientôt. J'avais fait un appel au mur sur Instagram. J'avais dit aux gens, si vous avez un mur chez vous ou dans votre jardin et que vous voulez une fresque, envoyez vos propositions, montrez-moi votre mur, que je puisse m'inspirer. Et c'est moi qui fais tout gratuitement. Après, il faut que j'ai une certaine liberté dans la création. C'est moi qui paye les matériaux et juste pour ceux qui étaient hors dehors de Paris, ils payaient le transport. Donc, j'ai fait 2 fresques gratuites comme ça, doucement et sûrement. Et avec chaque fresque que je postais sur les réseaux sociaux, je commençais à avoir des demandes pour des fresques payantes. C'est chouette d'avoir eu déjà 2 personnes, enfin 2 possibilités pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir t'adapter. J'ai eu une quarantaine de candidatures, sélectionner les 2 murs qui m'inspiraient le plus. D'accord, 40 candidatures et 2 réalisations. D'accord, il y avait quand même du monde qui était OK pour avoir une fresque chez soi. Complètement. Et je pense que maintenant, 3 ans plus tard, maintenant que les gens ils voient que je fais vraiment beaucoup, beaucoup de fresques, si je refais l'appel au mur, je pense que je risque d'avoir encore plus. Donc, Oui, tu seras encore peut-être beaucoup plus exigeante dans les choix que tu feras. c'est vraiment une question d'inspiration pour le mur. Alors déjà, je fais que pour les particuliers quand c'est des appels à mur comme ça, parce que c'est vraiment juste pour le bonheur. Enfin, et souvent, c'est des choses qu'ils peuvent pas forcément se payer eux-mêmes. Et souvent, ils me racontent un peu leurs petites histoires, pourquoi ils veulent telle fresque, pourquoi ils aiment mon univers. Et en fait, si je suis à la fois inspirée par les gens et leur histoire et le mur, je choisis ces gens-là. Après, là aussi, j'ai énormément de peinture à la maison parce que j'achète des couleurs pour chaque fresque. Et sur 1 litre, on n'utilise que très, très peu de peinture pour une fresque, souvent quand il y a tout plein de couleurs dans la même fresque. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de peinture. Et pour pas gâcher tout ça, je me suis dit j'allais donc refaire quelques fresques pour les gens, si eux, ils veulent bien. D'accord. Tu préfères les fresques intérieures ou extérieures quand c'est comme ça? J'adore, et j'en ai pas fait assez à mes goûts, de fresques extérieures que les gens ils peuvent vraiment aller voir et se poser devant et profiter. Souvent, je fais énormément intérieur, donc dans les bureaux, lors des événements, à l'intérieur souvent, dans les cours intérieurs des bureaux. Souvent, c'est pour des professionnels, donc c'est pas forcément toujours accessible par le public. Donc, j'aimerais bien faire plus à l'extérieur quand même. J'imagine que c'est pas du tout les mêmes matériaux à utiliser, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, non, au niveau de la peinture, ou tu utilises la même peinture? Ah non, j'utilise pas la même peinture. Du coup, c'est une finition quand même différente. Il y a les peintures pour extérieur qui sont faites pour se protéger contre les UV, pour durer plus longtemps. Autre que ça, je fais rien de différent. D'accord, non, c'est très important. C'est comme pour l'impression. Généralement, on a aussi des teintes qui supportent le soleil parce que ça tend à jaunir, à blanchir et à ne pas tenir dans le temps. Et dis-moi, Amy, tu m'as parlé un petit peu de ces appels à mur. Aujourd'hui, bon, tu as fait énormément de réalisations. Moi, je t'ai connue en fait tout simplement sur LinkedIn grâce à une entreprise qui s'appelle Pain à la main. Tu avais fait donc un projet, moi, qui m'avait vraiment tapé à l'œil. Est-ce que tu veux nous en parler, s'il te plaît, un petit peu de ce projet? Oui, bien sûr, aucun problème. Donc, tout à fait, j'avais été contactée par Pain à la main. Peut-être pas le premier confinement, mais c'était une des périodes confinées. C'était Camille de Pain à la main qui m'avait contactée. Et déjà, de base, c'était un peu le rêve parce que, en gros, elle m'expliquait qu'ils trouvent des différents artistes qui font des fresques et c'est fait un peu un répertoire d'artistes qu'ils peuvent proposer à leurs clients pour les différents projets. Donc, j'ai eu un premier projet avec eux dans des logements sociaux dans le 18e. C'était dans une cave à vélo.
C'était une de mes plus grands quand je l'avais fait. Là, aujourd'hui, j'ai fait plus grand encore, mais à l'époque, c'était le plus grand que je faisais. Je crois que c'était 3-5 mètres de haut et 13 mètres de long, un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Après, ils avaient quand même une vision très spécifique. Le brief créatif était très spécifique. Et ça a changé un peu de mon style habituel, mais ça restait quand même très coloré. Je pouvais faire des petites illustrations et des motifs hyper chouettes et intéressants. Et finalement, j'avais pris des assistants pour cette fresque-là, vu la taille, et on avait un délai quand même bien serré pour le faire. C'était un très bon moment. J'étais hyper contente du résultat. Et puis, j'ai été recontactée encore via Pain à la main pour faire une fresque similaire, mais sur un palissade. Oui, une palissade. De chantier. Et donc là, pour le coup, c'était une nouvelle expérience pour moi aussi parce que ils voulaient un design similaire, mais encore plus long, sur 20 mètres. Et par contre, c'était sur une matière. Le palissade était donc en métal avec un relief. Et donc, en fait, au pinceau, compliqué. Sachant que moi, je ne travaille pas du tout à la bombe, mais pas du tout à la bombe. C'était très étrange, mais ça s'est très bien passé. J'ai fait le design, moi. Et donc, j'ai fait appel à un ami, Adrien, qui, lui, il a tout exécuté à la bombe, parce que lui... À la bombe, d'accord. Ouais. Et du coup, il a peut-être fallu aussi réajuster, parce que quand on a ces reliefs en creux, du coup, il faut peut-être tricher, entre guillemets, au niveau du trait pour que ça paraisse droit, non? Quand on le regarde un petit peu de loin. Oui, mais moi, mon but, et le sien aussi, c'était que quand on regarde de face, que ça ressemble à mon design. Après, c'est justement lui, en tant que pro de la bombe, de gérer ça. Il a su gérer la triche, quoi, on va dire. D'accord. Quand tu dis c'est moi qui fais le design, ça veut dire que tu dessines, tu fais des croquis ou tu le réalises sur un logiciel spécifique? Alors moi, je travaille purement sur mon iPad. Enfin, les fresques commencent toujours sur l'iPad. Quand j'ai un appel à projet pour un client, je vais toujours commencer en noir et blanc. J'ai fait des différentes propositions de composition. Vraiment un peu en mode croquis, pour pas prendre trop de temps, pour pas perdre trop de temps et pour pouvoir proposer plusieurs options aux clients. Après, on affine. Après, je pars dans je nettoie, je clean les lignes. Et après, je passe en couleur. Donc, je fais vraiment tout sur Procreate, sur mon iPad. Et après, selon comment je vais transférer les designs sur le mur, je dois aussi le mettre sur l'ordinateur dans un logiciel du style Illustrator pour peaufiner 2-3 trucs. Mais ça dépend de chaque. D'accord. Ceux qui nous écoutent ne le savent pas encore, mais tu ne fais pas que de la fresque murale. Tu es artiste, illustratrice et tu fais du lettrage. Tu as une patte graphique très particulière, on te reconnaît et il me semble que tu as une couleur préférée, non? Tu saurais deviner ou pas? Je crois, en allant voir ton site internet, mais je peux peut-être me tromper. Tu veux deviner ou tu veux que je te le dise? Allez, est-ce que c'est pas le violet? Ah, c'est marrant, non, alors c'est le rose. Ah, c'est le rose. Ouais, tu vois, j'ai tout faux. Non, pas tout faux. C'est vrai, et en fait, c'est rigolo parce que j'ai créé un nouveau lien avec le violet très récemment. C'était vraiment pas une couleur que j'adorais. Je sais pas pourquoi, mais ça fait quelques années qu'il revient un peu dans mon cœur. Pendant longtemps, j'avais un branding très rose et bleu foncé. Et en fait, quand j'ai lancé mon nouveau site, un nouveau branding, écoute, ce violet-là, c'est un violet un peu foncé qui a remplacé le bleu foncé. Et ça fait vraiment un bon petit peps que j'aime bien. Et je trouve que c'est une belle association avec le rose, le jaune, le rouge. Enfin, on peut faire plein de choses avec. C'est vrai, c'est très harmonieux. En tout cas, ce violet, il te différencie. On l'associe tout de suite à ton identité de marque. Moi, du coup, tu m'as eu. C'est le rose. Enfin, c'est ma couleur préférée à moi. Après, je peux pas... on va dire, c'est mon power color. Genre, quand j'ai envie de me sentir vraiment trop fraîche, je vais mettre du rose. Par exemple, je vais porter du rose. J'ai fait une fresque chez moi, j'en ai fait une chez moi. Je n'ai pas fait pure rose, mais c'est rose, jaune, violet, plus un lilas, bleu, clair. Enfin, je suis quand même beaucoup dans le pastel qui touche sur le peps quand c'est que pour moi. Et après, évidemment, je dois m'adapter à mes clients parce que
On peut pas faire du rose partout. Mais après, quand on vient voir Amy Jones, on sait aussi qu'il y a une patte graphique bien, bien spécifique et on a envie peut-être aussi de la laisser s'exprimer sur nos murs. Je t'emmène doucement vers la fresque, puisqu'on est là pour parler un petit peu de la fresque comme outil de communication pour sa marque, comme outil de différenciation, mais aussi comme outil fédérateur. Je suis allée faire ma curieuse, j'ai vu que tu proposais autour de la fresque énormément en fait de services. Alors moi, j'aimerais bien avoir ta définition à toi de la fresque. Comment tu pourrais définir la fresque? Alors déjà, la fresque, pour moi, c'est n'importe qui peut le faire. Il faut juste se lancer. On n'a pas besoin d'être formé à ça. On apprend sur le tas. C'est une manière de s'exprimer en grand et qui, pour moi, du coup, je sais que, comme je viens de dire, je fais tout sur l'iPad. Donc, en fait, ça, je pense que ma meilleur moment quand j'ai fait une fresque, c'est que je vois le dessin, je fais la fresque. Ça, c'est fatigant. Enfin, les jours à exécuter, c'est vraiment crevant. Mais à la fin, ce moment, quand je regarde mon dessin et que je regarde la fresque, et là, je me dis, OK, waouh, enfin, vraiment, j'ai réussi à transmettre tout ce que j'avais imaginé. Et c'est une vraie sensation de fierté, de bonheur. Et après, donc, par rapport à qu'est-ce qu'est la fresque, ben, je sais que pour moi, typiquement, je viens de dire, j'ai fait une fresque chez moi. Moi, je m'en sers, par exemple, énormément pour la communication de ma marque. Donc, maintenant que j'ai fait cette fresque, je me sers pour des photos, je me sers quand je fais des stories. Donc, c'est un peu en fond et c'est vraiment dans mon univers. Et donc, bah, voilà, en 2023, on le sait, hein, ça m'aide à avoir du contenu plus joyeux, plus coloré, qui est plus lié à qui je suis comme artiste. Avant, c'était un mur blanc. Maintenant, tout a changé. Pour les marques, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Donc, effectivement, ça peut être des fresques dans les bureaux, mais je fais aussi des fresques collaboratives dans les événements. Donc, ça, c'est super chouette aussi. Et ça, c'est tout un autre sujet. On peut en parler. Version team building un petit peu, c'est ça? Alors, soit du team building, et c'est rarement les fresques sur le mur. Ça peut être aussi, alors du coup, moi, j'appelle quand même ça une fresque collaborative, mais souvent, c'est sur les toiles, sur le châssis. Donc, ils font 2 mètres par 2 mètres. Donc, c'est quand même très, très grand. Mais techniquement, c'est pas une fresque murale. Après, ça reste pour moi de la fresque parce que c'est très, très grand, c'est impressionnant et après, c'est presque la taille d'un mur. Donc, en fait, ça a le même effet. Alors, j'ai Et le fait même des impact. murales qui sont encore plus petits que 2 mètres par 2 mètres. Donc, il n'y a pas trop de limites. Une fresque, ça peut être aussi, sans être le mur en entier. Là, je viens de faire une demi-mur où tu peux juste faire un lettrage sur la couleur du fond et ça reste une fresque. Donc, il y a tout plein de façons différentes de le définir et sans trop mettre la pression sur est-ce que ça, c'est vraiment considéré une fresque ou pas. Enfin, Ouais. Pour toi, c'est un support à la fois émotionnel qui doit dégager une création, un design que tu as créé, puis un outil qui fait partie intégrante de ton identité de marque que tu peux utiliser comme wallpaper ou comme univers. tout à fait pour mes clients aussi. Enfin, selon où ils vont faire cette fresque-là, est-ce que c'est un message qu'ils souhaitent passer à leurs collaborateurs, par exemple, si c'est dans une entreprise. Donc, OK, bah, quel message et quels sont les éléments illustratifs à mettre autour pour que quand leurs clients arrivent, qu'ils sont tout de suite devant une très, très belle fresque qui montre aussi, ah bah, nous, on est une boîte créative, on ose peindre ça sur nos murs, enfin, on ose ne pas juste mettre des plantes et des cadres, enfin, j'ai rien contre ça, mais c'est quand même, il faut oser le faire. On fait pas que de la déco, en fait, c'est ça. Bah, c'est une déco d'une sorte, c'est une outil de déco, quoi. Du coup, je t'emmène doucement sur aujourd'hui, quand on vient à toi au niveau du besoin clientèle, pourquoi on vient faire une fresque, en fait? Même si tu as déjà commencé un tout petit peu à répondre à la question. Pourquoi on aurait besoin d'une fresque? Pourquoi on vient faire une fresque aujourd'hui, que ce soit dans une version collaborative ou d'espace intérieur ou extérieur? Alors, c'est pour plein de raisons. Je pense que c'est pour l'image de la marque, enfin, c'est pour l'image des clients de montrer qu'ils collaborent avec des artistes, parce que c'est jamais une seule fois j'ai fait une fresque où la cliente on a communiqué sans parler de moi et sans montrer moi en train de peindre. C'est de montrer qu'ils ont une sensibilité artistique et qu'ils sont prêts à investir aussi dans quelque chose de différent, de unique, qu'on ne trouve pas partout. Pour les événements, en l'occurrence, pour les fresques collaboratives, alors ça peut être soit les fresques collaboratives, soit du live painting.
Donc, du live painting, c'est à peu près comme quand je fais une fresque dans un bureau. Enfin, les collaborateurs passent toute la journée, ils me voient, je suis en train de faire un live painting techniquement. Dans un événement, c'est un peu différent parce que c'est pas dans un cadre d'un bureau, souvent c'est dans une soirée, les gens, il y a de la musique, les gens sirotent les cocktails et moi je suis en train de peindre à côté et après les gens regardent, ils aiment bien voir l'évolution au fur et à mesure, donc il y a ça aussi, que ce soit en événement ou pas, il y a cet aspect de l'évolution, de voir tous les jours et de discuter avec l'artiste, de se dire que tu as un peu fait partie de ce moment et que quand tu reverras cette fresque, tu te souviendras aussi de quand elle était en train d'être faite et maintenant tout a changé. Ou sinon, le côté collaboratif, où là, pour le coup, c'est vraiment très, très chouette. Les gens, ils mettent vraiment la main au pinceau et ils vont rajouter vraiment leur propre touche. Et ça, c'est assez incroyable aussi. Mais c'est une belle manière de fédérer un groupe Absolument. ou une marque, parce que chacun y met un peu de lui-même à quelque part, puisque là, on casse un petit peu les barrières, les frontières qu'il pourrait y avoir entre les uns et les autres, même au niveau d'une certaine hiérarchie. Tout le monde est un peu au même niveau et vient pour s'exprimer. Complètement. C'est exactement ça. J'ai aussi eu un cas hyper intéressant dans une école, un lycée, où en fait, c'était les étudiants qui étaient mes clients. Alors, c'était un peu difficile au début. Il fallait vraiment que j'essaie de bien les encadrer pour leur expliquer qu'est-ce que c'est un vrai brief créatif. Mais donc, c'était à eux de choisir, OK, c'est notre école, c'est nous qui allons voir cette fresque tous les jours. Qu'est-ce qu'on veut comme phrase? Qu'est-ce qu'on veut retrouver comme illustration, comme symbole dans la fresque? Et ensuite, lors de la réalisation, les étudiants m'ont aussi aidé à le peindre. Donc, c'était un total événement collaboratif avec les étudiants et à la fin, c'était vraiment très, très touchant de voir tous ces élèves s'y mettre et ils étaient trop heureux du travail qu'ils avaient accompli. Du coup, c'est vraiment du brainstorming à la réalisation, à la production qu'ils ont participé à ce projet. Tu laisses en eux finalement un souvenir et une patte émotionnelle incroyable. Tout à fait, ouais, ça c'était une chouette expérience pour eux comme pour moi. Donc tout ce qui est l'art collaboratif, je suis vraiment très très fan. Après, je viens de faire une fresque avec Lego et Disney et ça pour le coup c'était considéré une fresque aussi, enfin c'est une fresque, mais construite à partir de briques Lego. Pour moi, la fresque, il n'y a pas une vraie définition. Ça peut être multimédia, ça peut être tout plein de choses. Donc, il faut juste avoir un peu l'imagination et être prêt à oser. À oser s'exprimer en couleur et surtout sur les murs à la verticale, puisque du coup, on sort du cadre du papier, il faut avoir aussi envie de passer sur une échelle qui est immense. Ouais, plus grand. Et effectivement, je pense que s'il y a une chose qui est en commun avec toutes les fresques, comment tu veux les définir, c'est qu'il n'y a aucun moment où on peut être confortablement assis sur son canapé ou j'en sais rien. Non, c'est accroupi, c'est allongé par terre, on fait tout ce qu'on peut pour bien réussir la fresque. Donc effectivement, ça peut être de tout plein de matériaux différents. Et moi, aujourd'hui, j'ai que fait des fresques à la verticale pour le moment, les murs ou les grandes toiles sur les événements. Et après, ça peut être aussi par terre. Je rêve de faire une fresque dans une piscine, genre au fond d'une piscine. Ce serait vraiment mon rêve plus. Donc, si quelqu'un a une piscine, vous voulez que je peigne? Je lance un appel à piscine, du coup. La piscine, exactement. Des terrains de basket, enfin, tout. On peut vraiment tout faire. Donc, il faut juste oser et s'amuser. Oser et s'amuser. Exactement. Ça marche. Tu me disais que justement, tu n'utilisais pas la bombe, c'était pas ton outil de prédilection. Toi, tes fresques, tu les réalises avec quel outil, justement? Alors, écoute, Annick, ça a beaucoup changé depuis le début. Au tout début, mes premières fresques, j'allais chez Leroy Merlin et Castorama, rien contre eux, hein, mais je prenais des couleurs tout fait. Il y a une sélection de peut-être une centaine de couleurs et je choisissais parmi ces couleurs-là et je faisais faire mes peintures. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un tout petit peu limitée dans les couleurs. D'ailleurs, c'était quand j'ai commencé à travailler avec peint à la main qui m'ont conseillé d'utiliser la marque Tollens que j'ai trouvé du coup dans une magasin de peinture à côté de chez moi, ça s'appelle Peinture de France, dans le 11e. Ils sont trop gentils, les garçons là-bas. Maintenant, on se connaît bien maintenant depuis des années. Et en fait, j'ai carrément un grand pontonnier, enfin un pontonnier peinture, hein, c'est pas un pontonnier Pantone.
Mhm. On peut vraiment choisir une couleur quasiment exacte de ce que veut la cliente. Par exemple, si c'est sur un branding en particulier, il faut vraiment essayer de s'approcher au mieux. Et donc, en fait, je vais donc prendre mes peintures chez eux. Je suis un peu déçue, on ne trouve pas beaucoup de peintures avec la couleur au choix où on peut faire une demi-litre. Pour le moment, je n'ai pas trouvé. Donc, moi, je fais un appel au magasin de peinture. Si vous faites des couleurs sur mesure avec une demi-litre, appelez-moi, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de business à vous donner. Parce qu'un litre, c'est souvent beaucoup, beaucoup trop. On n'a vraiment pas besoin de temps. C'est pour ça que j'ai autant de peinture à la maison encore. Et du coup, le problème, c'est que ça a tendance à sécher, quoi. Une fois que tu as ouvert le pot, il faut... Alors, oui, ça peut sécher si j'utilise vraiment très, très peu et qu'il y a peu d'air qui reste dans le pot. Enfin, ça dure quand même longtemps. Mais bon, il ne faut pas non plus que ça dure des années, quoi. Enfin, non, ça Oui. dure pas des années. Donc, en peinture, c'est donc vraiment les peintures pour mur. Moi, je prends donc de la marque Tollens et des différentes finitions selon le projet. Donc, il y a mat, satin, velours, brillant, selon le projet. Et soit pour intérieur, soit pour extérieur. Sinon, pour transférer le design, j'utilise soit un vidéoprojecteur, soit du papier de transfert. C'est un peu comme un papier carbone. Sinon, à la craie, si je vais le faire à la main, enfin, ça m'arrive aujourd'hui de faire des fresques un peu plus main libre, ce qui est beaucoup plus rapide, mais c'est pas toujours simple selon la taille, selon s'il y a du lettrage. S'il y a du lettrage, c'est sûr, je peux pas passer sur du main libre parce que même si c'est mes lettres, quand c'est en plus grand comme ça, c'est très, très difficile de visualiser et de tout bien faire. Quand on est sur un escabeau et qu'il faut faire des lettres comme ça. Enfin, C'est très difficile, tu as le nez dessus, il faut avoir une vision un peu plus de recul pour pouvoir le faire, c'est sûr. Exactement. Puis sinon, j'ai mes pinceaux d'amour de toutes les tailles et formes différentes, en sachant que mes préférés, c'est les pinceaux biseautés, mais que je retrouve que aux États-Unis. Donc en fait, à chaque fois que je rentre aux États-Unis, je vais toujours passer au Home Depot, c'est comme le Roi Merlin ou Castorama, Mhm. et je vais acheter ces pinceaux-là. D'accord. Tu es de quel côté des États-Unis? Du sud-est. Du sud. Donc Tennessee, Louisiane, ces zones-là, quoi. Et sinon, après, évidemment, mon iPad qui m'aide avec toute la partie conceptualisation du design. Ok. Dis-moi, Amy, est-ce que tu as des fois des commandes particulières? Tes clients viennent te voir, mais généralement, est-ce qu'ils ont déjà un projet précis en tête ou c'est toi qui décides avec eux, qui crée le design? Comment ça se passe la plupart du temps? Alors, la plupart du temps, ils viennent quand même avec une minimum d'idées. Certains projets peuvent être beaucoup plus libres. Par exemple, ils vont dire on veut une fresque sur l'environnement, mais dans ton style. Donc, à moi de imaginer comment je vois ça. Parfois, ils ont une phrase en tête. Ils ont plusieurs phrases possibles en tête. Et donc, moi, je vais choisir la phrase qui me plaît le plus ou la phrase que je trouve fonctionnera le mieux avec du lettrage parce que finalement, comme on le sait tous, tous les lettres ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, certaines lettres fonctionnent mieux avec d'autres. Si une phrase est trop longue, ça peut être moins joli. Mais la plupart du temps, quand même, ils ont une idée assez précise, quand même. Et ça t'est arrivé de faire des fresques publicitaires, éphémères, dans le cadre d'une campagne publicitaire? Publicitaire, pas tant. Alors, si, j'ai fait du live painting pour BZB, la marque de vêtements. C'était lors de 4 événements un peu partout en France. J'ai fait pareil du live painting dans un festival de musique l'année dernière, Cabourg Mon Amour. Après, est-ce que c'est publicitaire? Je suis pas sûre que ça. C'est très événementiel. Très événementiel. C'est travailler sur l'ouverture de la marque. Pour le moment, j'en ai pas trop fait. D'ailleurs, peut-être que quand ce podcast sortira, peut-être que ce sera plus le cas parce que je suis en conversation avec une marque là en ce moment même pour du coup quelque chose de publicitaire dans la rue. Donc, on croise les bras. Mais sinon, non, souvent, c'est surtout pour amener une ambiance dans un espace, que ce soit une boutique ou des bureaux. C'est vraiment pour qu'on retrouve l'univers de la marque dans l'espace. D'accord. Pour l'instant, on investit le cadre privé ou de la marque, mais pas encore la rue pour... Ouais, j'ai fait des vitrines quand même. Oui, si, j'ai fait des vitrines. Donc ça, c'était pour My Jolie Candle pour October Rose, donc pour la mobilisation pour le cancer du sein.
Ça peut être publicitaire, c'est les vitrines. Après, je fais moins de vitrines quand même, j'aime un peu moins. Mais bon. D'accord. T'aimes plus le mur. Le dur. Ouais, j'aime plus le mur, ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas trop pourquoi. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi on vient voir Amy? Qu'est-ce qui fait qu'on vient te voir toi? Oh, I don't know. Il faut demander à mes clients. Tu leur as jamais posé la question? Ça serait une bonne question de formulaire. Ouais, si, alors souvent, dans les premiers mails d'introduction, quand ils commencent à parler du projet, ils parlent souvent de mon univers joyeux et coloré et qu'ils veulent retrouver un peu ce bonheur chez eux, quoi. Donc, il y a souvent ça. Après, je pense que, mine de rien, moi, je tiens vraiment à cœur le fait d'avoir un contact direct avec tous mes clients et vraiment de gérer tous mes mails moi-même, tous mes devis, tous les calls, faire des visios tout seul. J'ai eu une période où je travaillais avec quelqu'un d'autre qui m'aidait avec ça, mais en fait, finalement, ça me tient vraiment à cœur d'avoir ce contact-là avec mes clients et je pense que peut-être que ça aide aussi. Peut-être que D'avoir ce contact, on se sent privilégié aussi et on a le sentiment de créer un lien avec toi en tant qu'artiste pour pouvoir ensuite assumer le développement graphique de notre Je marque. pense que ça fait moins... ok, j'étais pas du tout là pour la discussion, j'ai juste fait le design, j'ai envoyé le design et juste fait sur place. Enfin, vraiment, j'étais là pour aider à conceptualiser, à pouvoir proposer d'autres concepts et tout. Peut-être que ça aussi. Oui, il y a une part humaine qui est hyper importante, surtout quand on est sur cet outil de communication, puisqu'il y a il y a de la création, mais on rentre dans le cadre de l'émotionnel, donc il faut raconter aussi une histoire. Et ça se passe d'humain à humain. On peut pas le faire d'une manière dématérialisée. Ouais, en réalité, je pense, alors je suis pas sûre, j'avoue, j'ai pas le temps de tout faire non plus, donc je sais pas d'où vient nécessairement tous mes clients. Est-ce que c'est de Instagram, est-ce que c'est de mon site via Google, enfin, j'ai pas ces infos. Mais beaucoup sur Instagram, je pense, parce que comme j'ai dit un peu tout à l'heure, dès que je fais une fresque ou que je poste que je suis en train de faire une fresque, bah, souvent, dans la semaine même ou la semaine suivante, je vais recevoir une demande pour une nouvelle fresque. Ça, c'est assez chouette. Donc, ça doit être via Instagram. Et je pense qu'aussi, les gens, ils voient sur Instagram que je suis assez passionnée par le projet, que j'aime bien parler avec tout le monde et montrer un peu les étapes. Quand c'est pas secret et quand j'ai le droit de un peu montrer au fur et à mesure, du coup, je le fais. Et peut-être que les clients, ils aiment bien ça. Enfin, je sais pas. C'est possible, puisque du coup, on rentre un petit peu dans ton aventure, dans ton expérience, et puis ça permet de sensibiliser aussi sur ce canal de diffusion, puisque aujourd'hui, la fresque s'adresse essentiellement aux marques qui en ont connaissance, aux entreprises qui en ont connaissance. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut vulgariser un petit peu plus, parce que la fresque, c'est un outil de communication comme un autre, où on va créer un lien émotionnel fort. Comme tu le disais, ça crée l'ouverture. Et ça permet de fédérer autour de sa marque. Et souvent, les couleurs permettent de capter, d'impacter des fois beaucoup plus que certains mots. C'est sûr. Pour moi, moi, je suis full couleur dès que je peux. Je suis full couleur. Donc ça, je trouve ça attire l'œil, ça rend heureux. Les gens, ils veulent venir voir et se prendre en photo devant. C'est le bonheur, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients, le conseil que tu donnes le plus souvent à ta clientèle? Bonne question. Je sais que lors d'un dernier épisode bonus, je demandais à un photographe pour incarner sa marque personnelle, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients? Et elle me disait, je leur conseille de bien dormir pour pas qu'ils aient de cernes le lendemain. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Parce que pour le coup, non, je ne conseille pas ce genre de choses. Je les laisse dormir autant qu'ils veulent. Mais je suis devenue assez carrée sur le brief créatif. C'est hyper important pour moi, avant que je commence quoi que ce soit, que tout est déjà très, très clair de leur côté, qu'ils ont déjà beaucoup parlé en interne, que tout le monde est en phase, ils savent vraiment que tout le monde veuille le même phrase, par exemple, le même univers, qu'ils ont tous un peu d'accord avec que ce soit moi qui va le faire, parce que ça m'est déjà arrivé, alors pas pour mes projets fresques et plus pour mes projets illustration, mais que on part sur du « Ok, Amy, carte blanche, lance-toi », ce qui est très bien, j'adore. Et après, on se rend compte qu'en fait, non, finalement, niveau couleur, il faut plutôt rester sur le branding de la marque, et finalement, il ne faut pas qu'on retrouve tels éléments. Et en fait, ça fait perdre du temps, ça enlève un peu la fluidité du projet, et c'est trop dommage parce que c'est souvent juste une tout petit problème de communication qui peut être géré en interne, même avant
que j'arrive dans le projet, quoi. Donc, au tout début, j'essaie toujours, même avant de faire un call ou quoi, de vraiment bien poser toutes mes questions pour que quand on commence et quand on fait un premier call, on puisse commander vraiment en toute tranquillité, que ça se passe crème toujours, dans le bonheur. D'accord. Du coup, je t'emmène tout doucement sur c'est quoi une bonne fresque, quel est le rôle d'une fresque pour une marque. Aujourd'hui, quels sont les différents points de contact que l'on peut avoir grâce à cet outil de communication. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors du coup, on en parle un peu depuis le début, mais en termes de, par exemple, j'ai pas beaucoup fait de fresques publicitaires, et on en voit pas beaucoup en France d'ailleurs, de manière générale, je pense. J'en vois énormément aux États-Unis, mais j'en ai pas tant vu en France, j'en vois quelques-uns quand même. Mais ça, c'est une très chouette manière de toucher plein de nouveaux clients, de faire du awareness pour la marque. Après, pour fédérer les collaborateurs, pour rendre un espace de travail plus joyeux, plus sympa, où les gens ils ont envie d'y aller. Pour faire aussi, alors du coup, je fais aussi les fresques sans lettrage. Et ça fait typiquement, c'est presque comme du papier peint finalement. Donc, c'est comme j'ai dit, pour moi, je peut me servir comme un fond photo. Donc, selon ce que fait l'entreprise, il peut faire plusieurs fresques pour faire des différents fonds. Il existe aussi des musées un peu Instagrammables où des fresques sont utilisées pour créer tout un petit univers, je sais pas, de glace ou de vivre dans les nuages, enfin plein de choses. Une fresque sur un plafond d'ailleurs avec plein de nuages, c'est génial, enfin de croire qu'on est dehors. On peut vraiment servir pour plein de choses. Parce que quoi, j'ai dit oser et imaginer. Non, je sais plus ce que j'avais dit. Mais J'ai retenu oser oser, ouais. Et s'amuser. et s'amuser. Exactement. Et pour moi, c'est ça. Mais même les fresques le plus corporate qui soient, ce qui est très bien, hein, rien contre ça, j'en fais moi aussi, ça m'arrive. Parce que même ça rend un espace plus créatif, plus joyeux. Un espace de transmission. Oui, ça peut être des transmissions des valeurs de l'entreprise. J'ai fait une fresque récemment et c'était le seul et unique but de la fresque, c'était juste de bien mettre en valeur les valeurs De la marque. de l'entreprise. Mais d'une manière ludique, une manière sympa, où les gens, ils aiment bien s'entourer avec ces valeurs-là tous les jours, quoi. Du coup, tu dirais qu'une bonne fresque, c'est celle qui laisse l'émotion? Bah oui, évidemment. Alors, du coup, oui, je cherchais un peu pousser ça encore un peu plus loin, mais tout à fait. Après, ça peut être aussi une bonne fresque qui suscite l'émotion et qui émerveille. Au-delà de répondre aux objectifs de la marque, bien évidemment, mais qui laisse une trace sur notre passage. Ouais, que les gens, ils ont envie de regarder, d'aller très très près, parce que finalement, c'est pas comme une œuvre d'art dans un musée. En fait, les gens, ils peuvent vraiment s'y approcher, ils peuvent toucher, sentir les textures, voir comment ça a été fait. Encore une fois, s'ils ont suivi le process, en plus, ils sont encore plus émerveillés par comment ça a été fait, parce que c'est quand même un métier et une technique qui est étranger à certaines personnes. Donc, ouais, ça laisse une émotion et pour moi, ça émerveille. Ils ont envie de le prendre en photo, ils ont envie de se dire « Ah, j'ai vu cette fresque, trop stylée !» Et selon ce que c'est, ça peut vraiment jouer bien pour la marque aussi. Ça peut faire que les gens, ils vont communiquer, ils vont poster des stories, ils vont faire de awareness pour la marque. Du coup, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un projet particulier qui t'a marqué dans ta carrière ou quelque chose qui t'a laissé complètement waouh à ton tour, où tu te dis, ah, ça, c'est un super projet, j'adore en parler? Ouais, j'en ai 3. Je peux faire 3? Ouais, tu peux. Alors, en ordre, en plus, je vais faire en ordre Chouette. chronologique. Le premier projet fresque, je parle 3 fresques, Oui. parce que voilà, encore une fois, j'ai d'autres projets illustratifs qui sont Oui, comme ça. on rappelle que tu fais des lettrages et de l'illustration. Alors, lettrage et illustration, exactement. Donc, j'ai d'autres projets très, très chouettes. Mais du coup, pour mes 3 projets fresques, le premier, c'était en mai de l'année dernière, 2022. J'étais en Italie. J'étais dans les Pouilles pendant 6 semaines. Et j'ai fait un échange d'appartement avec une Italienne. Elle est venue chez moi à Paris et je suis allée dans un tout petit village dans les Pouilles qui s'appelle Mézagne. C'était pour travailler mon italien.
et vivre un peu en Italie, quoi, profiter de la vie. Être dans la Dolce Vita un petit peu. Dolce Vita, si, esattamente. Et du coup, la ville était si petite, la fille en question, elle m'a dit, bah, si tu veux, je te mets en contact avec la maire du village, on va dire plutôt, pour peut-être faire une fresque, parce qu'ils avaient pas mal de fresques dans la ville. Et du coup, bah, j'ai rencontré des gens sur place aussi qui connaissaient la mer. Enfin, il boit des verres avec tout le monde, il va dîner. Il y a une place centrale avec tous les restaurants, donc on le connaît, quoi. Et donc, je l'ai rencontré et dans mon pauvre italien vraiment approximatif, j'ai réussi à raconter un peu qui j'étais et que j'avais envie de faire une fresque là-bas. Et donc, pour faire plus vite, ça s'est fait. Ils se sont occupés de louer le lift. Enfin, il y avait un monsieur italien qui gérait parce que c'était un mur très, très haut, genre 7 ou 8 mètres de haut, je pense. Ah oui, quand même. Ouais, bon, plus haut pour le coup, clairement, sans question. Et j'avais que 3 jours pour le faire, enfin, parce que j'allais repartir à Paris. C'était intense. Ouais, très intense. J'ai dû me dire, OK, il y a une couleur de fond. D'ailleurs, que des Italiens m'ont aidé à peindre la couleur du fond, trop chou. Et après, j'ai choisi que 2 couleurs pour peindre par-dessus parce que sinon, quand tu as plus de couleurs, ça prend plus de temps. Donc, vraiment, avec les limitations dans le temps, voilà. Et c'était sous canicule, 40 degrés, enfin, c'était horrible. Mais, encore une fois, quand c'est fini, et là, qu'on regarde et on se dit, genre, j'ai fait ça, je suis hyper fière du rendu. C'est exactement ce que j'avais espéré. Et en plus, j'ai laissé vraiment ma trace dans cette ville, dans les Pouilles. Et ça m'arrive encore aujourd'hui que les gens passent par les Pouilles et ils prennent en photo. Ah, génial. T'as le lien du projet, on pourrait le mettre dans la description de l'épisode? Oui, carrément. Il est sur mon site portfolio dans la partie fresque et aussi sur mon Instagram. Mais oui, on mettra le lien directement, ton site bien sûr, mais comme ça ils auront le lien pour voir la fresque italienne. C'était vraiment une fresque à l'italienne pour le coup, avec cette chaleur en 3 jours. Complètement. En plus, je me suis inspirée un peu de la nature qu'on retrouvait, donc les différents types de cactus, les olives, tout plein de choses qu'on retrouvait dans les Pouilles. Et j'ai fait un message qui était Mesagne loves you. Arrivederci. Parce qu'en fait, c'était le mur qu'on voyait en partant de la ville. Vraiment, on allait partir de la ville. D'accord. Pour dire, en gros... merci, au revoir. Mesagne t'aime, à la prochaine fois. Vraiment, j'étais trop fière de ce projet. Et aussi, j'ai fait des chouettes rencontres avec tous les locaux là-bas. Ça m'a grave aidé avec mon italien, d'ailleurs. Et sinon, juste après, vraiment, en rentrant à Paris, pendant que j'étais en Italie pendant 6 semaines, j'étais en train de faire le design de 8 bancs BIC. Donc, alors, du coup, techniquement, c'est pas oui, des j'ai tests. vu cette campagne. Pour le coup, c'est une campagne publicitaire, là, que tu as fait pour BIC. Oui, c'est vrai. Complètement. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est chouette. Tu peux nous en parler vite fait? Oui, bien sûr. Donc, en gros, BIC, avec lesquels je travaille maintenant depuis très longtemps, ils ont créé des bancs à partir des stylos BIC recyclés. Donc, des stylos vides, écrasés. Et ça devient après une matière recyclée. Et ils créent des bancs comme des bancs publics. OK. Et donc, pour faire le buzz autour de cette campagne, j'ai peint 8 bancs qui ont été posés dans 8 villes différentes de la France. Et les gens, ils pouvaient faire la photo avec. Et il y avait un concours photo. Et les gagnants gagnaient un week-end en France, quelque part. Donc, c'était un projet incroyable. Donc, j'ai passé, 80 heures à dessiner les bancs, des trucs comme ça. Ça, c'était pendant que j'étais en Italie. Et puis, j'ai dû rentrer de l'Italie et directement 2 jours plus tard, enchaîner la peinture de ces 8 bancs. Donc, en fait, j'ai eu des assistantes au début et à la fin pour m'aider à faire les couleurs de base et pour mettre le couche claire qui protégeait la peinture. Oui, parce que c'est sur du plastique, du coup, même si c'est recyclé, c'est une matière plastique sur laquelle tu peignais. Oui, exactement. C'était plastifié. Donc, en fait, le primer blanc, c'était une peinture... pour adhérer. Exactement. Oui, parce que sinon, c'est trop lisse et ça marcherait pas. Voilà. Donc, ça a marché. Mais pour le coup, pendant 2 bonnes semaines, j'étais dans les anciens bureaux de BIC parce qu'ils étaient en train de changer de bureau. Donc, j'ai pu aller vraiment, et c'était trop bien. Et première fois de ma vie, ils ont dit, mais vous inquiétez pas, vous pouvez mettre de la peinture partout. De toute façon, ils refont des travaux dans ce bâtiment. Et donc, vraiment, allez-y. À la fin de la semaine, il y a la peinture partout. Mais bon, c'était vraiment une trop chouette expérience. Et effectivement, c'était publicitaire, tout à fait. Il y avait le logo BIC derrière tous les bancs et il y avait le même catchphrase
derrière chaque banc aussi pour un peu faire la ligne conductrice de la campagne. Ah, c'est un chouette projet, ça. Ça, c'était vraiment incroyable. J'étais vraiment en fierté énorme de faire ça. Et aussi, moi, je suis donc naturalisée française. Je suis complètement amoureuse de la France. Et donc, chaque banc était basé sur la flore et la faune de chaque région. Et donc, j'ai pu aussi apprendre des choses sur des nouveaux spots et tout. Donc, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce projet. Et puis tout dernièrement, comme je viens de dire, je viens de faire une fresque avec Lego et Disney. Donc ça, c'était du coup pour fêter les 100 ans de Disney. On est 3 artistes dans le monde qui ont été choisis pour faire ce projet et dont moi. Donc, bravo! Merci! Donc ça vient tout juste de se passer au Halles et la fresque était... Donc moi, j'ai fait le design digital de la fresque qui ensuite a été par l'équipe du groupe Lego. Ils ont fait 1 pixel du design égale une petite brique Lego et le public venait pendant 3 jours. Il y avait plus de 3000 personnes qui sont venues pour construire des petites plaques avec 36 briques Lego. Et après, on mettait les plaques sur un très grand mur qui a fait plus de 4,5 mètres de haut. Et il y avait plus de 220 000 briques Lego. Et à la fin, donc en reculant, on le voit de près aussi, mais on voit vraiment très très bien de reculant, on voit que c'est donc la fenêtre d'un château qui représente le château Disney. Et dedans, on a 8 personnages Disney qui vivent un peu dans mon univers artistique. Et les 2 autres artistes, elles ont fait des fresques avec pareil des personnages Disney, mais avec leurs univers artistiques. Chacun pouvait exprimer son univers graphique. Complètement, ouais. Et là, pour le coup, vraiment, j'avais une vraie liberté. Évidemment, avec ces 2 marques-là, il y a certaines contraintes techniques et tout, mais ils voulaient vraiment que je m'exprime en tant qu'artiste. Et vraiment, j'en ai pleuré de cette campagne. Pour moi, Lego Disney, c'est depuis ma plus bas âge. J'ai passé un an. Qui n'a pas regardé un Disney ou mis une brique de Lego? Oui, c'est ça. Et même moi, j'ai vécu à Orlando, en Floride. Donc, en fait, quand j'avais 6-7 ans, donc j'allais au parc tout le temps, genre tous les week-ends, j'étais à Disney. Donc, ce projet était vraiment un rêve. Je suis encore un peu dans les nuages, quoi. C'est chouette. Du coup, t'as pas assez de recul pour avoir le retour d'expérience sur ces 3 fresques, ou vous avez pu quand même déjà analyser les répercussions sur le nombre de visites, sur le nombre de participants? Pour la fresque Lego Disney? Oui. Ouais, alors en fait, c'était il y a 2 jours. C'est pour ça, vous avez peut-être pas assez de recul pour pouvoir parler de tout ça. Quand ça va sortir, il y aura plus d'infos parce que les autres fresques n'ont pas encore été construites par le public. Ça se passe à Manchester, en Angleterre et à New York. Donc, moi, c'était la première fresque. Donc, non. Non, c'est en cours. On en parlera dans 3 semaines. Ok, ça marche. Ok, c'est super. Ouais, c'est des super projets. Je te remercie de partager ça avec nous. Je me sens très, 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 très chanceuse et reconnaissante que j'ai des clients aussi chouettes et différents et divers et gentils, quoi. Moi, je t'emmène dans une partie qui m'interpelle, si tu as envie de partager ça avec nous aussi. C'est tes inspirations, ce que j'appelle les fameux moods inspirationnels. Aujourd'hui, tu travailles ton design digital avant de l'appliquer sur les murs, mais est-ce que tu es hyper focusé sur l'aspect manuel, création, intelligence de la main, ou est-ce que tu vas aller un petit peu titiller l'IA de temps en temps? Quel est ton rapport à l'IA dans tes étapes de création? C'est une question que je pose tout au long de la saison Pas de souci. à tout le monde. Il y a une amie à moi, coucou Laura, qui m'a fait découvrir il y a 3 semaines ChatGPT. Avant, je connaissais même pas ChatGPT. Je sais que l'IA, maintenant, on peut créer des œuvres d'art avec. Je n'ai jamais joué avec. C'est peut-être à tort. Peut-être que je devrais m'y mettre. Peut-être que ça pourrait m'aider, mais pas pour remplacer mon travail manuel. Ça, je voudrais jamais. Mais peut-être pour m'aider à faire des mock-ups un peu plus 3D ou pour faire des choses un peu plus... Par exemple, maintenant que je connais ChatGPT, je me verrais bien aller dessus si je suis en recherche d'inspiration pour des phrases positives, par exemple. Parce que pourquoi pas, quoi. Enfin, c'est un ordinateur, il va aller très, 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 très vite, ça fait gagner du temps. Moi, ce sera plus dans la partie, à la limite, conception d'objets. Soit, par exemple, je pourrais dire à ChatGPT, liste-moi les
10 plus populaires animaux marins, par exemple. Si je faisais une fresque sur les animaux marins, juste pour voir un peu qu'est-ce qui ressort. Mais après, jamais je l'utiliserai personnellement. Je dis ça, faut jamais dire jamais, ok, mais je me vois mal utiliser un jour l'IA pour créer à ma place. Pour toi, c'est un bon outil de brainstorming en disant, ouais, ça me permet de me faire tourner un petit peu la manivelle pour voir dans quel sens je peux aller au niveau des axes créatifs. Voilà. Après, je connais des artistes qui font des choses incroyables avec l'IA, que je suis, c'est des amis à moi, et ils font des choses incroyables et c'est très chouette. C'est juste que ça, pour moi, je vois ça et j'apprécie leur travail, mais c'est juste pas quelque chose. Enfin, franchement, très sincèrement, l'IA, ça me fait un peu flipper. Donc, les pubs sponsors, mon téléphone qui m'écoute, tout ça, Fuyons, sauf qu'il peut. je fuis tant que je peux, quoi. Mais ChatGPT, ça m'a déjà aidé aussi à écrire des captions. Par exemple, si je vais faire une post et je veux écrire une caption d'Instagram, je manque d'inspiration, je veux quelque chose d'un peu cool, j'ai déjà utilisé ça pour ça. Mais pour la partie création, non. Justement, j'ai voulu me mettre à la fresque parce que j'étais plus assez manuelle. Donc, je me vois pas... Tu avais besoin de ce rapport à la matière et aujourd'hui, tu as besoin encore de ce rapport-là, de crayonner, d'esquisser. Exactement. Même si c'est sur un iPad. Après, je esquisse un peu dans mon carnet, mais la plupart, c'est sur l'iPad, c'est vrai. On parlait de ton univers, du coup, c'est l'occasion d'en parler. Moi, j'adore les lettrages que tu fais, j'adore les formes. Il y a beaucoup de courbes, on a envie de croquer dedans, c'est doux, c'est duveteux, c'est plein d'amour, toutes les formes que tu crées. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui t'a inspiré, de ce qui t'a façonné un petit peu cette patte créative que tu as, qui est quand même unique? On reconnaît Amy Jones maintenant très facilement. C'est une bonne question. Alors, je suis quand même très inspirée par les couleurs et les formes et la nature. Je fais quand même un art qu'on pourrait appeler du doodling. C'est simple. Moi, je dis ça, c'est simple, c'est pas prise de tête, c'est joli. Et j'aime bien aussi quand il y a tout plein d'éléments différents qu'on peut voir. Alors, bizarrement, je sais pas comment ou quand ça s'est passé, mais je me rends compte que dans ma voie artistique, c'est extrêmement rare que je fais même, sauf dans les fresques à la limite, mais beaucoup de mon travail, c'est des formes qui se touchent pas, ça se crée un peu un petit puzzle, juste pour avoir tout plein de matières différentes, un peu comme des vitraux un peu digitales ou sur une fresque. Tu aimes minifier la forme, en fait, tu aimes vraiment avoir ce côté très minimaliste, mais traiter un petit peu en flat design avec des grands aplats pour exprimer la couleur. Ouais, alors j'aime beaucoup jouer avec la couleur, j'utilise peu de textures. C'est vrai que c'est souvent des lignes très très nettes. Je fais vraiment, alors je fais de l'ombrage, oui, je fais surtout avec mes lettres, surtout je vais souvent faire du 3D et même rajouter les ombrages. Mais sinon, je vais pas forcément... c'est très clean, c'est très très clean. Après, je crois que ça, c'est mon côté vraiment perfectionniste. Vraiment, s'il y a une mini goutte qui traîne, ça me va pas. Ce qui est très très différent que plein d'autres fresquistes. Et c'est totalement incroyablement beau aussi. Enfin, c'est vraiment juste mon style artistique. Si vous allez sur Instagram et que vous scrollez un peu, surtout les 5 dernières années, vous verrez que j'ai testé plein de choses différentes, plein de styles artistiques différents. C'est ça qu'il faut faire. De toute façon, je pense qu'il faut vraiment tester plein de façons différentes. Partir dans plein de voies pour trouver son style unique à un moment donné que l'on va améliorer, que l'on va performer. Exactement. Et donc, pour le coup, j'ai trouvé le mien et c'est vraiment ça. C'est des lignes clean, colorées. C'est vrai que c'est assez... Tu as utilisé les très bons mots, mais... Gourmand. On a envie de croquer dedans. Il y a quelque chose de gourmand. C'est pas mal, je trouve. Et j'aime bien que ça pétille. Je veux que ça mette le sourire, que les gens soient heureux quand ils le voient. Enfin, j'aime beaucoup, alors, que ce soit avec des phrases ou pas, mais que ça donne de la joie, que ça donne de la positivité, quoi. Oui, dans les typographies que tu utilises, on est sur des typos très cursives, avec une belle graisse. Il y a des typos qui t'inspirent plus que d'autres? Alors, pour le coup, moi, je les appelle les lettrages, parce que du coup, je dessine vraiment chaque lettre moi-même. J'essaye de créer des typos. Là, j'aimerais bien créer des typos de police que les gens pourraient même acheter et utiliser. Mais j'ai pas le time.
J'aime beaucoup quand les lettres peuvent jouer les uns avec les autres. Donc, par exemple, qu'une H peut venir faire le bar du T, ou que quand c'est en cursive, je parle, quand le Y va venir, son petit bout d'Y va passer au milieu du B. Enfin, ça, je suis vraiment très, très fan quand ça marche bien. Mais encore une fois, ça dépend de la phrase, ça dépend des mots. Un client, parfois, va me dire, on adore comme ça. Et effectivement, il y a tout plein de lettres qui s'entremêlent. Et ils disent, avec cette phrase. Sauf que du coup, en fait, selon les lettres, Ça dans peut une pas phrase, matcher, exactement, on peut pas faire le même style. Donc, il faut toujours essayer de de s'adapter. rendre les clients heureux, mais en même temps leur dire, sorry, I don't know what to do. Je ne peux pas changer le mot. Donc, voilà, moi, typiquement, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Et après, j'aime quand même énormément aussi les typos, de manière générale, que ce soit les typos qu'on trouve, parce qu'il y a pas mal de lettering artists que je connais qui créent eux-mêmes des typos. Vraiment, je te dis, ce serait un rêve de le faire un jour. Mais j'aime beaucoup le majuscule aussi parce que je trouve que c'est vraiment très fort. C'est des block lettering, par exemple. C'est hyper chouette pour passer un message ou de faire un mélange des deux. Souvent, les clients me demandent ça. Ils aiment beaucoup quand il y a un peu de majuscule avec un mot après en manuscrit, cursive, pour vraiment faire une balance. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Donc, j'intègre souvent ça même dans mes travaux personnels aussi. D'accord. Il y a un mouvement artistique qui t'a marqué dans tes années étudiantes ou encore aujourd'hui que l'on pourrait retrouver dans tes influences? Ah, ouais, enfin, quand même, tout ce qui est un peu pop art, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Matisse. Ouais. C'est vraiment mon préf du préf du préf. Celui qui nous a initiés aux grands aplats colorés. Exactement. Même ces cut-outs. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai plus le temps vraiment, malheureusement, de faire des projets juste pour le plaisir. Mais chez moi, j'ai un tel stock de matériaux créatifs différents, du papier, de la corde, enfin, des perles, parce que j'ai toujours travaillé avec plein de matériaux différents. Et typiquement, Matisse, je pense beaucoup à ces cut-out forms, donc qu'il faisait, et ça m'avait toujours inspiré. Moi, je suis plus art contemporain quand même, quand je vais aller voir au musée et tout. Je m'y retrouve plus dans les couleurs, dans ce côté de oser et d'être un peu plus foufou, quoi. On va rester là-dessus, sur un truc un peu plus foufou. Foufou. Ça me va bien. Génial. Amy, on va passer au checker. C'est un passage hyper fractionné. Je te pose des questions et on va plutôt vite. Ça te tente? Ça me va. Okay, et c'est parti. Ton sirop préféré? D'érable. Ton mood au petit déjeuner? Grand café latte et musique folk acoustique. Ton outil favori? Mon iPad. Ton projet star? Oh, les trois que j'ai dit tout à l'heure. Je peux pas choisir. Ta couleur? Rose, du coup. L'artiste qui te fait kiffer? Si on parle de classique, c'est plus Matisse. Et sinon, de plus récent, j'en ai plein de copines artistes qui me font tous kiffer. Mais là, je vais faire un shout-out à Laura Lhuillier. La fresque, tu préfères extérieure ou intérieure? Extérieure, mais j'en fais pas assez. Un mot? Gratitude. Merci Amy, merci pour cet épisode de foufou, pour reprendre ton mot. C'était un super moment de partage. J'ai passé un merveilleux moment avec toi. Super. Merci, moi aussi j'ai passé un super moment. C'était très très cool. C'était très très chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anouk. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai adoré partager ce moment avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous le mois prochain et moi, je vais me servir un bon sirop bien frais.